La décentralisation au Gabon, outil d'aide à l'autonomisation des collectivités locales. C'est le thème de ce nouveau numéro Décryptage que nous allons aborder dans une poignée de secondes seulement. Je suis Armstrong Agaya. L'émission Décryptage démarre. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage sur Gabon 24. C'est un plaisir que de nous retrouver dans ce somptueux bureau, une fois de plus, avec un membre du gouvernement gabonais qui a accepté notre invitation. Il s'agit de Mathias Otunga Osibadjo. Il est le ministre gabonais en charge de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir, en espérant bien sûr que les collectivités locales se portent bien au Gabon. Merci d'être venu nous voir. D'entre deux jeux, Mathias Otunga Osibadjo, on parle depuis quelque temps déjà de cette pandémie qui touche le monde entier, le nouveau coronavirus. Aujourd'hui, parlons de votre ministère, de votre département ministériel. Comment, sinon quelles sont les mesures qui sont mises en place pour lutter contre cette pandémie à travers, bien sûr, ces administrations décentralisées pour lesquelles je me permettrai de vous rappeler qu'elles sont sous votre tutelle, pourquoi pas? Merci. Avant de passer au vif du sujet, permettez que je témoigne ma gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui m'a permis de revenir au gouvernement, vivre cette aventure passionnante. Pour ce qui est du Covid, nous avons des mesures claires et simples édictées par le gouvernement qu'il nous suffit que d'appliquer et de faire appliquer. Pour ce qui est du ministère dont j'ai la charge, vous avez suivi il y a quelques jours que nous avons organisé ici une séance de relayage. Et nous avons donc au cours de cette séance refait et fait appliquer les mesures édictées en demandant à nos équipes de procéder à un redéploiement du personnel pour alléger ceux qui seraient d'astreinte. Et ensuite, nous avons relayé les règles simples d'hygiène qui suffisent à éviter ce fléau. Il s'agit de se laver les mains fréquemment au savon et au gel hydroalcoolique. Il s'agit de se tenir à au moins 1 mètre de son interlocuteur. Il s'agit de rester le plus possible chez soi et de ne sortir qu'en cas de nécessité. Ces mesures, nous les avons relayées auprès de nos administrations sous gestion directe. Nous avons du mal à les faire passer dans les communes et les départements parce que malheureusement, nous n'avons pas la tutelle de ces entités. Mais nous avons le devoir en tant que membres du gouvernement de relayer auprès de populations et nous le faisons. Alors, lorsqu'on parle de la décentralisation au Gabon, lorsqu'on parle de cohésion nationale, on parle du territoire, aujourd'hui, je suis tenté de vous demander quelles sont les missions de votre département ministériel. Eh bien, les missions du département ministériel de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires sont simples. Il s'agit de faire aboutir enfin cette réforme qui a tendance à devenir un serpent de mer. Il s'agit de mettre en musique des mesures qui tendraient à faire en sorte que le développement du pays soit véritablement harmonieux, solidaire et cohérent. Et en un mot, notre mission, c'est de faire appliquer des dispositifs qui vont permettre que les compétences naguère dévolues à l'État central soient transférées au niveau des communes et des départements. Qu'en est-il aujourd'hui lorsqu'on parle justement de cette décentralisation? Quel est le constat qui se dégage sur le terrain? Ben, le constat, c'est que la décentralisation est une vieille réforme. Pour la petite histoire, la première fois que nous caressons la décentralisation au Gabon, c'est, je vais vous surprendre, en 1849, avec l'installation du premier maire de Libreville. Oui. Ensuite arrive 1959, où le pays crée les collectivités dites rurales. En 1979, une réforme passe des collectivités rurales aux assemblées départementales et provinciales. Et en 1994, sous la pression de la conférence nationale puis des accords de Paris, la décentralisation est accélérée comme réforme parce que les accords de Paris décident de l'arrêt de la concentration et de l'application de la décentralisation.
C'est ainsi qu'en 1996, une première loi organique est adoptée, dite loi organique sur la décentralisation. Cette loi reste dans les tiroirs, malheureusement, pour des raisons qui nous sont inconnues. Et il faut attendre 2014, avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, Ali Bongo Ndimba, pour qu'une nouvelle loi soit adoptée. Une loi organique, elle aussi, qui relance la question de la décentralisation. 2014, il faut attendre jusqu'à 2018 pour que le chef de l'État, à nouveau, qui en fait véritablement son cheval de bataille, prenne une décision d'autorité pour créer le fonds d'initiative départementale. Et ce, après le dialogue national d'Angondje. Après le dialogue national d'Angondje qui a réaffirmé la nécessité de la décentralisation. Oui. Et ce fonds d'initiative départementale subit 3 exercices où il n'est pas mis en œuvre. Oui. Et le président de la République, qui insiste sur la question, crée il y a quelques mois le ministère chargé de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Se dire que c'est une réforme qui tient au cœur du président de la République, mais à juste titre, parce que c'est une réforme qui va impulser le véritable développement harmonieux du pays. Alors, je suis tenté de vous demander, on parle, oui, justement, de cette volonté d'Ali Bongo Ondimba de voir la décentralisation être appliquée au Gabon. Mais après, à côté de cela, vous-même vous l'avez rappelé, moi je me contenterai de revenir à des dates qui me sont au moins celles connues. 96, parlons de la loi 1696, ensuite 2014, il y a eu le dialogue national inclusif d'Angondje. Aujourd'hui, qu'avez-vous trouvé lorsque vous arriviez dans ce département ministériel? Oui, est-il nouveau? Mais qu'avez-vous trouvé? Puisque la décentralisation a toujours été une question faisant partie prenante, bien sûr, du gouvernement gabonais, puisque le ministère de l'Intérieur a toujours eu une direction générale en charge des collectivités locales. Qu'avez-vous trouvé en arrivant au sein de ce département ministériel? Qu'est-ce que vous a légué le ministre en charge de l'Intérieur lorsque vous avez été nommé? C'est une mauvaise question parce que le ministre ne devrait pas dire « j'ai trouvé ». Parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Justement, la continuité du service public. Parfaitement. Et le ministère, en tout cas les services, n'ont pas chômé. Oui. Les services, je vous ai dit tout à l'heure que l'objectif du ministère de la décentralisation et donc des services de la décentralisation, c'est de faire appliquer la loi organique. Et la loi organique prévoit un certain nombre de dispositions d'organisation administrative et financière, parce que pour transférer ces compétences, il faut des structures. Pour transférer ces compétences, il faut un financement de ces structures. Et dans cet ordre d'idée, nous avons préparé une batterie de textes qui sont pour les uns déjà au Conseil d'État et pour d'autres au niveau du Conseil interministériel. C'est l'adoption de ces textes-là qui va consacrer la mise en œuvre de la décentralisation. Et aujourd'hui, où en sommes-nous, outre ces textes? Bon, mais les textes, c'est un peu la locomotive. D'accord. Si la locomotive ne démarre pas et que vous me demandez où en sont les wagons, je vous dirai qu'ils sont arrimés à la locomotive. Nous sommes en train d'affiner. Je vous disais que le texte fondateur, c'est un projet de loi qui va être présenté à l'Assemblée nationale, qui consacrera le transfert de compétences de l'État central vers les communes et les départements. Ce projet de loi est déjà initié par nos services, soumis au visa du Conseil d'État. Une fois qu'il aura franchi l'étape du visa du Conseil d'État, il ira au Conseil des ministres pour adoption et transmission au Parlement. Ensuite, il y a une série de textes pour mettre en place des organes de la décentralisation. Il a été convenu et prescrit par la loi un certain nombre d'organes, les uns nationaux, les autres techniques, au sein desquels il va être discuté des questions à transférer et des modalités du transfert. Donc ces textes-là sont pour les uns aussi en attente du visa du Conseil d'État, pour d'autres déjà sur la table du Conseil des ministres. Mathias Otunga Osibajo, je me permettrai de rappeler tout de même que vous êtes aussi un élu local, parce que étant député au Gabon, avant bien sûr cette fonction ministérielle, puisque la loi permet que l'on soit membre du gouvernement en ayant une fonction
en ayant été élu en tant que député. Mais l'autre question qui se pose, c'est que lorsque vous regardez aujourd'hui le Gabon dans son entièreté, pensez-vous que la décentralisation, j'y arrive, serait une véritable solution? On va regarder certains départements, par exemple, il y en a qui ont des budgets de plus de 11 milliards de francs CFA, 5 milliards de francs CFA, qui sont capables d'apporter un véritable développement sans attendre l'État central. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas par une simple volonté politique qu'il n'y ait pas de décentralisation au Gabon? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'un fruit qui tombe avant de mûrir, on ne le consomme pas. D'accord. Et que pour l'instant, la décentralisation, décidément, a du mal à se mettre en route parce que les prérequis ne sont pas encore mis en route. Mais aussi parce volonté politique? J'y arrive. D'accord. Il y a d'abord, effectivement, une question de volonté, non pas politique. Je vous ai expliqué que le président de la République n'a pas arrêté de montrer la volonté politique de faire aboutir la réforme. Les résistances, moi, je dirais les chercher du côté de l'administration centrale. Vous savez, la décentralisation consiste à dépouiller un peu l'administration centrale pour habiller les entités délocalisées. Donc l'administration centrale peut avoir le sentiment de se faire harakiri. Parce que malheureusement, c'est l'administration centrale qui doit adopter ces textes-là. Mais les freins naturels que nous connaissons au changement ne résistent pas à la volonté des chefs. C'est pour ça que moi je pense qu'avec l'insistance du président de la République et donc son soutien, nous allons enfin faire aboutir un certain nombre de dispositions qui rendront la décentralisation effective. Il faut vous dire que la décentralisation ne peut pas être un rêve. La décentralisation vient pour constater les insuffisances de l'administration centrale dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques sociales. Et donc, les décideurs ont estimé que pour apporter le développement au plus près des populations, il faut que le service public se rapproche des populations. Aujourd'hui, finalement, est-ce que le FID, le Fonds d'initiative départementale, ne serait pas un moyen de contourner cette question liée à la décentralisation? Ali Bongo Ondimba avait une chose et à certains moments un peu une autre. Lorsqu'on parle du FID, vous me permettrez de poser la question parce que de nombreux Gabonais s'interrogent là-dessus. Qu'en est-il réellement? Le FID oriente à la décentralisation avec des textes que vous-même d'ailleurs, vous avez désormais posés sur la table de législateurs. Qu'en est-il? Le président ne dit pas une chose et son contraire, bien au contraire. Je ne l'ai pas dit, c'est une question. Je réponds à la question. D'accord. Le rôle du chef de l'État, c'est d'indiquer la direction. Notre rôle à nous, exécutants, c'est de mettre la forme dans le cadre des règles juridiques existantes pour arriver au but qu'il désigne. Pour ce qui est de la décentralisation, j'ai dit qu'il y a une batterie de textes à l'examen. Ces textes sont de deux natures. Certains nous permettent de transférer au plan local la ressource humaine, d'autres la ressource financière. Parce que transférer des services au niveau communal, au niveau départemental, c'est quoi? C'est transférer des compétences naguère assumées dans les ministères. Oui. Et vous et moi, nous savons que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, en dehors de quelques communes qu'on pourrait désigner sur les doigts, la plupart des communes et des départements sont dirigés par des conseillers qui y résident et qui, fatalement, souvent, n'ont pas eu le bonheur de faire de grandes études. Donc, il y aura, au moment du transfert, un besoin de ressources humaines. Et ce besoin de ressources humaines sera comblé par les textes qui vont définir les modalités de transfert. Je veux parler du statut de l'élu local. Oui. Je veux parler aussi de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires que l'on va affecter. Il faut définir leur statut, il faut définir leurs conditions d'existence. Et ces éléments-là vont être définis dans le cadre des organes prévus par la loi organique. Il y a encore un grand problème, et j'arrive au FID. Il y a un adage qui dit une mission, des hommes et des moyens. Oui. Une fois qu'on aura transféré des hommes, il faudra trouver des moyens.
pour financer cette activité. Et les moyens ont été prévus par la loi organique dans ces articles, je crois, 250 et suivants. La loi organique prévoit de créer un fonds de péréquation qui est alimenté par deux sources principales. La première source, c'est le budget de l'État. La deuxième source, c'est une contribution de collectivités locales. En décidant de lancer le fonds d'initiative départementale sous forme d'inscription budgétaire, le président de la République a apporté la première source de financement du fonds de péréquation, tel que stipulé dans cette loi organique. Il nous reste à apporter le deuxième pied, c'est-à-dire la contribution des collectivités locales, et nous y arriverons après avoir mis en place les organes de la décentralisation. Donc le FID, à mon avis, est dans sa forme la plus aboutie. Est-ce qu'on n'aurait pas mis la charrue avant les bœufs quand même? Mais à partir du moment où la charrue marche, même si elle est avant le bœuf, c'est tant mieux qu'on laboure. Donc moi je pense que le problème... Il faudrait craindre ce qui en sortira de... Le sol est meuble, donc on va y arriver. D'accord. Donc il nous reste... Je vous disais que cette réforme date quasiment de 1849. Oui. Et depuis 1849, avec l'évolution du pays, vous avez vu le développement inégal du pays. Nous sommes par exemple à l'Estuaire, la province la plus développée du pays. Et Libreville, c'est la mairie la plus riche, la commune la plus riche. Mais quelques kilomètres plus loin, vous avez Ntoum. Vous avez le niveau de développement entre Ntoum et Libreville. Vous êtes un peu plus courageux, vous arrivez à Coco Beach, vous avez le sentiment d'être à l'intérieur du pays. Vraiment qu'il faut être courageux donc, avec l'état de la route. Mais bon. Donc, oui. La décentralisation, c'est une nécessité. Même si elle n'existait pas, on l'aurait inventée. Alors, nous pensons que cette charrue, on a bien fait de la mettre avant le bœuf pour forcer les bœufs à reprendre leur place initiale. Et que le président a fait un bon bout de chemin en créant le fonds d'initiative départementale, d'ailleurs organisé par un arrêté de M. le Premier ministre. Maintenant, il faut replacer les choses dans leur contexte pour une évolution harmonieuse et pour un respect des normes. Et nous nous y attelons. Nous avons préparé un projet de statut approuvant, un projet de décret, approuvant le statut du fonds de développement, du fonds de péréquation des collectivités locales. Je répète que ce fonds sera constitué de la dotation budgétaire que constitue le FID et de la contribution des collectivités locales qui sera déterminée lorsqu'on aura mis en place les organes chargés de l'étudier. Alors, je suis tenté de vous demander, doit-on croire qu'à ce jour, il n'y a pas eu de décaissement qui aurait pu se faire dans une quelconque province ou une autre, parlant du FID, quand on sait qu'Ali Bongo Ondimba a quand même annoncé ce projet à grande pompe et que certains gouverneurs se frottaient déjà les mains parce qu'eux étant placés sous leur autorité? Bien sûr que vous avez tout à fait raison. Ça fait 3 exercices que le FID est j'allais dire, programmé au budget, mais non décaissé. Qu'est-ce qui explique cela? Vous et moi, on va tenter des explications, mais ni vous ni moi ne sommes au budget. Oui, j'ai vu qu'il y a quelque temps, vous avez reçu le ministre du budget. C'est la personne indiquée pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais si on fait des analyses théoriques, on se rend compte que le premier FID, le président annonçait 1 milliard par département. Oui. Et il est estimé à 48 milliards. Quand on a mis en place, on s'est retrouvé non pas avec 48, mais avec 40 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous irez voir le budget et ils pourront vous expliquer. Le deuxième FID a été à hauteur de 28 milliards, toujours selon la même procédure. Et avant son exécution, nous avons subi une loi de finances rectificative qui a porté le montant à 15 milliards. Pour cette année, nous sommes autour de 26 milliards. Mais il faut dire que le FID, pour l'instant, c'est une ligne budgétaire. D'accord. 2018, 2019, 2020, le président l'a dit, ligne budgétaire sans qu'il n'y ait de décaissement. Destinée à financer l'investissement. Oui. Et tous les économistes vous diront, le budget de l'État ne finance pas l'investissement. Le budget de l'État indique des priorités, indique des axes. Mais ce ne sont pas les Gabonais qui l'ont demandé.
C'est quand même une pour ça que je dis que du numéro 1 gabonais Ali Bongo. C'est pour ça que je dis que les techniciens de l'époque auraient dû comprendre que le chef d'État, en créant le FID, indique la direction, se servir de cette indication pour rentrer dans la loi organique et créer la structure idoine pour gérer ce genre de fonds. Et cette structure s'appelle Fonds de péréquation des collectivités locales. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous prenez même cette dotation de 26 milliards ou de 20 milliards, vous la ramenez à 102 collectivités locales, ça vous ramène à combien par collectivité locale? Diviser 20 milliards par 100, c'est autour de 200 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 millions pour des investissements à l'intérieur du pays, la route, l'école, l'hôpital? Et les 200 millions là, quand on vous les inscrit au budget, pour les décaisser, vous devez tenir compte de la réserve obligatoire de 16%. Depuis 3 exercices, le taux d'exécution du budget tourne autour de 30%. C'est-à-dire que quand vous engagez 150, il y a de fortes chances que vous n'ayez que 50. Mais avec 50 millions, qu'est-ce qu'on peut faire dans une commune? Doit-on croire qu'Ali Bongo Ondimba, et je l'ai dit il y a quelques instants, aurait mis la charrue avant les bœufs? Non, j'insiste. Sans qu'il n'y ait eu d'études valables sur les questions budgétaires et financières, j'insiste, avant de pouvoir annoncer une telle mesure de façon publique. Je vais insister oui. pour vous faire comprendre que le président de la République, par cette décision, a montré sa détermination à faire aboutir la réforme. Et donc, Ali Bongo Ondimba a une vision, donc, les hommes pour la mettre en pratique et donc, ne sont pas assez capables, ou alors ne seraient pas assez capables. Et quand le président de la République a une vision, oui. Nous les exécutants, nous devons de la mettre en forme. Est-ce le cas aujourd'hui? Eh oui, c'est le cas. Avec le FID, par exemple? On n'a pas attendu mon arrivée à la tête du ministère pour préparer les textes dont je vous ai parlé. Mathias Otunga, vous êtes ministre depuis un certain moment déjà. Qu'est-ce qui a été fait? Le FID, on parle quand même de 3 exercices. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qui a été fait? Il n'y a pas de décaissement, il y a des problèmes de finances. D'abord, le budget est soumis à la règle de l'annualité. D'accord. Une inscription budgétaire ne dure que 12 mois. Après, on passe à l'exécution, à l'inscription suivante. Ce que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés, c'est de dire aux techniciens, cette inscription, le FID, vous ne pouvez pas l'utiliser brutement pour faire de l'investissement. Mais vous pouvez la transformer en ressource pour faire l'investissement. D'accord. Cette ressource, si le gouvernement nous le permet, le fonds de péréquation va l'utiliser comme fonds de garantie pour aller lever les fonds sur le marché financier. Parce que les communes et les départements désormais sont des personnes morales avec capacité de s'endetter. Je prends un exemple. Oui. Monsieur Agaya, je vous prie, il nous reste que quelques secondes pour cette première partie d'émission. Monsieur Agaya a 5 millions de francs. Oui. Monsieur Agaya veut construire une maison. Monsieur Agaya sait qu'une maison ne coûte pas 5 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 5 millions comme apport personnel et il va demander un crédit en banque. Et la banque lui donnera de quoi financer sa maison. Donc, si le peu que nous pouvons avoir, et il faut déjà remercier le président de la République, comme FID est là, utilisons-le pour aller chercher davantage d'argent sur le plan du marché financier. Et donc vous rassurez les Gabonais, les gouverneurs se sont frottés les mains, mais jusqu'à ce jour, personne d'entre eux n'a eu en sa possession la gestion de ce FID. Mathias Otunga Osibajo, je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge de cette question liée, de cette question de décentralisation. Nous allons aborder justement cette question, deuxième partie de cette émission avec nos téléspectateurs sur Gabon 24. Merci de rester avec nous et surtout pour cette invitation que vous avez acceptée. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24 avec notre invité. Il s'agit du ministre gabonais en charge de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires, Mathias Otunga Osibajo. Monsieur le ministre, en fin de cette première partie, vous souhaitez justement intervenir sur cette responsabilité des gouverneurs lorsque la question du FID a été évoquée, lancée par Ali Bongo Ondimba, puisque c'est sous leur houlette que celle-ci aurait dû voir le jour. On parle d'un problème de financement et autres. Aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres questions abordées ensemble, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Oui, je ne voulais pas laisser dire que le gouverneur se frottait les mains, comme si je laissais dire que le gouverneur avait personnellement une volonté de gain derrière. Je pense que le gouverneur dans la province est le représentant du chef de l'État, et c'est normal que lui soit au centre du dispositif.
Mais nous, ici, nous sommes au laboratoire en train de créer des conditions qui lui permettent, lui, le gouverneur, d'être vraiment au centre du dispositif. Alors, aujourd'hui, quel est le bilan que vous pourrez faire? C'est vrai que vous avez déjà évoqué les questions de mise en place de budget pour 2018, 2019, aujourd'hui nous sommes en 2020, mais quel est le bilan que vous pouvez faire de cette question liée au FID? Parce qu'il y a tellement de Gabonais qui ne comprennent pas lorsqu'on parle du FID. Ils pensent même et accusent, pointent du doigt ces gouverneurs. Non, justement, je voudrais dire que sur le plan global de la réforme, je peux dire que nous sommes à 80% du chemin. D'accord. Il nous reste à régler le problème de la forme du réservoir qui contiendra le financement. D'accord. Le problème du véhicule financier. Parce que vous savez que la forme, parfois, est plus importante que le fond. Oui. Et les autres disent que la forme est protectrice des libertés. Donc, la meilleure forme que nous allons trouver, c'est celle-là qui va nous permettre d'avoir un fonds qui va fonctionner de manière pérenne. Regardez aujourd'hui, je vous ai montré que la subvention de l'État sous forme du FID, elle est fluctuante. Parfois, elle est de 40 milliards, parfois de 25, de 15. Cette année, elle est prévue pour être à 28. Or, nous savons que cette année, en ce moment, les cours du pétrole sont en train de s'effondrer. Alors, qui nous dira à combien elle va se situer cette année? C'est pour ça que nous disons, saisissons l'opportunité du FID pour aller chercher des ressources plus stables. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le texte lui-même, la loi organique prévoit un véhicule capable de stabiliser les fonds qui seront destinés à financer cette activité. Et donc, nous avons quasiment fait tout le chemin. Il nous reste à régler cette petite difficulté. Et peut-être d'ici la fin du mois de juin, nous aurons réussi à mettre en œuvre la décentralisation dans son aspect institutionnel. Et lorsqu'on parle du FID, y aura-t-il des mécanismes de contrôle? Parce qu'on parle quand même de millions de francs CFA, même si c'est 1 milliard multiplié ou divisé par le nombre des départements, comprenez mon inquiétude. Il y a un adage, 200 millions de francs CFA dans les mains. Il y a un adage qui dit que chat échaudé craint eau froide. Sauf qu'au Gabon, le mouton broute là où il est attaché. Je n'ai pas dit ça. Je dis que le chat échaudé... Non, je vous rappelle juste qu'au Gabon, le mouton broute là où il est attaché. Je dis que le chat échaudé, c'est les fêtes tournantes. D'accord. Et nous ne voulons pas dupliquer l'exemple de fêtes tournantes. Un franc public est un franc de tout le monde. Lorsqu'on est chargé de le dépenser, on doit le faire avec parcimonie et on doit le faire judicieusement. Est-ce qu'il y aura des mécanismes de contrôle? Mais Mathias Sotungo, Sibadjo, beaucoup l'ont dit avant vous. Mais le résultat, d'ailleurs, les fêtes tournantes, aujourd'hui... Mais je suis d'accord avec vous, rien ne sert de dire. Attendons de voir comment ça va fonctionner. D'accord. Donc on laisse chacun se remplir les poches et puis on attend de voir comment ça va fonctionner. Je vous fais le serment que si les prérequis sont là, vous aurez à fin juin la décentralisation sur les rails. Est-ce qu'il y aura des mécanismes de contrôle? Il y aura naturellement des mécanismes de contrôle. Mais parce que, vous savez, ces structures-là, vaut mieux les faire fonctionner comme à l'image des structures du privé. D'accord. Où le contrôle est le maître mot. Parlez-nous à présent de la matérialisation de cette cohésion nationale. Votre département ministériel a également cette responsabilité, le développement des territoires. De quoi s'agit-il? Déjà, vous voyez qu'on est parti du concept d'aménagement du territoire, un concept de développement des territoires. C'est la prise en compte de distorsions qu'il y a d'un territoire à l'autre. Je vous ai pris l'exemple de l'estuaire avec Libreville, Ntoum et Coco Beach qui ont chacun son niveau de développement. Comment faire pour apporter un certain équilibre? Ceux qui ont inventé ces choses-là ont créé une chose qui s'appelle la péréquation. La péréquation, c'est un mécanisme qui permet de servir d'équilibre, d'amortisseur. Vous avez 4 euros sur votre voiture. Mais quand vous rentrez dans un fossé, les amortisseurs apaisent. Donc, si on met en place ce mécanisme de péréquation, on va atténuer ces distorsions. Mathias Sotungo aussi, Badjo, est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir nous ramener à vos anciens souvenirs, tels que celui vécu au sein de la Caisse stable, lorsque vous parlez beaucoup de péréquation? Quand même, développement des territoires, il faut des éléments palpables. Que dire aux Gabonais? Donnez-nous des exemples. Soyons plus concrets. Je ne duplique pas la Caisse stable, je m'inspire des exemples vertueux.
D'accord. Et les exemples vertueux, c'est, vous savez, la décentralisation s'apparente un peu au fédéralisme. Et dans tous les États fédéraux, la péréquation, c'est la disposition qui permet qu'il n'y ait pas des États trop avancés et des États trop en retard. Et même, qu'est-ce que l'on doit faire? Même au sein de la France, Oui. qui nous inspire tant, le principe de péréquation est inscrit dans la Constitution. La péréquation, c'est la solidarité. C'est la solidarité. C'est des instruments techniques qu'on ne peut pas définir en une phrase ici. C'est un mécanisme économique qui permet de faire jouer la solidarité. J'allais vous dire que, par exemple, la CNAMGES, c'est de la péréquation en matière de santé. Ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se faire soigner aux États-Unis, en France, au Maroc, grâce à la solidarité nationale. Donc nous pouvons et nous devons inventer des mécanismes qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas des départements en décrochage. D'accord, et là vous parlez des projets futurs. Mais pendant ce temps, il y a un ministère qui existe. Nous sommes un ministère de création récente qui n'a même pas encore réussi à faire valider son texte organique. Donc vous comprenez que je n'ai pas un vécu sur lequel je pourrais parler. Je ne peux parler que d'avenir. D'accord. Votre bébé qui vient de naître. Apportez-nous alors des exemples. Le développement des territoires en apportant justement un appui qui soit équilibré. Comment comptez-vous le mettre en place? Mais je vous ai dit que comment la province, le département de Ndougou-Agamba pourrait ressembler à celui de Benjé? Je vous ai expliqué que la loi, ce n'est pas moi de le dire, c'est la loi qui le dit déjà. D'accord. Le fonds de péréquation va accueillir d'une part de l'argent provenant du budget de l'État et d'autre part des contributions venant des collectivités locales. C'est-à-dire que la mairie de Gamba, par exemple, la mairie de Libreville, par exemple, la mairie de Moanda, par exemple. Ou celle de Konja, pourquoi pas? Non, je vais vous expliquer pourquoi je cite celles-là. D'accord. Qui sont des mairies riches, vont apporter en fonction de leur capacité contributive. La mairie d'Okonja, la mairie de Mimongo vont apporter en fonction de leurs. Et on va avoir un fonds commun qui va nous permettre de raboter pour que la planche soit lisse. Y a-t-il un schéma national en matière de développement du territoire aujourd'hui au Gabon? Ben oui, il y a un schéma national. Il semble inexistant. Vous savez, les choses existent, elles ne sont qu'à parfaire. D'accord. Voilà. Et quelqu'un disait que rien ne se crée, tout se transforme. Donc nous allons améliorer ce qui ne marche pas. Où est-ce qu'on peut retrouver de façon physique ce schéma? À la direction générale qui s'appelle pour l'instant Direction générale de l'aménagement du territoire. Elle existe encore? Située où dans la commune de Libreville? Pour l'instant, nous sommes en train de préparer notre texte organique. Cette direction était naguère rattachée au ministère de l'Équipement. Et dans le cadre de la refonte du ministère, on va retrouver les missions de cette direction, certainement sous un autre intitulé. Est-ce que finalement votre département... Mais n'allez pas vite en besogne. Oui, mais bien sûr. Laissez-nous le temps d'accoucher et vous verrez le bébé. Mathias Otunga aussi, Badjo, est-ce que finalement votre ministère ne serait pas ce véhicule-là pour lequel il faut aller chercher une portière à Mindoubé, une roue à Chiminchos, et puis un rétroviseur à Kingele? Mais je veux vous dire que les véhicules d'aujourd'hui se fabriquent exactement comme ça. Toyota ne fabrique pas tout sur place. Ouais. Il va chercher la roue chez un sous-traitant, le rétroviseur chez un autre, il assemble et il fait le véhicule. Et nous voulons faire comme ça, justement. Lorsqu'Ali Bongo Ondimba lançait le fonds d'initiative départementale, c'était avec pour motivation apporter une véritable cohésion nationale. Vous avez également la responsabilité de ce pan-là, la cohésion nationale. Aujourd'hui, la cohésion nationale consiste à faire en sorte que l'ensemble des citoyens ait l'égal accès aux services publics. Parce que, vous voyez, la plupart des fonctionnaires s'agglutinent à Libreville, à Port-Gentil. Pourquoi? Parce que jeune cadre comme à Gaïa, si on vous affectait chez moi à Boumi, comment feriez-vous pour former vos enfants? Comment feriez-vous pour soigner votre épouse? Donc, tant que le développement ne sera pas diffus sur l'étendue du territoire, nous allons connaître des distorsions. Et la politique de cohésion nationale doit viser à redéployer les services publics. Est-ce qu'il n'y a pas une absence de cohésion nationale au Gabon? Mais je pense que d'avoir créé un ministère spécifique, c'est un constat. C'est un constat, mais la solution commence toujours par le constat. Quand vous allez à l'hôpital, avant que le médecin ne vous prescrive un médicament, il procède à un diagnostic. Donc, dès que le médecin est en train de vous consulter, c'est un début de remédiation. Qui en sont les principaux acteurs, justement, de ce constat que vous faites aujourd'hui? Parce que le Gabon n'a pas débuté en 2019, lorsque ce ministère a été mis en place.
Mais il y a un problème de temporalité. Oui. À chaque période correspond une préoccupation prioritaire. Je pense que nous avions comme objectif premier de créer l'État gabonais. Ensuite, de créer la nation gabonaise. Et maintenant, l'objectif du moment, c'est d'améliorer ce qui a déjà été créé. Paris ne s'est pas fait en un jour. Ce n'est pas Libreville qui se fait en un jour, le Gabon encore moins. Donc, la question, ce n'est pas de savoir qui a fait quoi. La question, c'est de savoir que nous avons mis le doigt sur le problème et il nous faut trouver la solution à ce problème. Et le président de la République pense que la cohésion n'est pas encore totale. Mais il a dit, il a été élu sur le programme Égalité des chances. C'est la même chose. Apporter de la cohésion à tout le monde, apporter le même traitement à tout le monde, procède de l'égalité des chances. Vous êtes le relais justement de cette égalité de chances. Si Est-ce visible sur le terrain aujourd'hui? Mais si c'était déjà visible, le président ne chercherait pas à le faire. C'est le constat qu'il n'y a pas d'égalité encore de chances. Je veux dire que même sans avoir la langue de bois, nous avons reculé en la matière. Nous autres là, nous sommes le produit d'une école cadeau, hôpital cadeau. Oui. On ne peut plus revenir à cette époque, mais le président a raison de penser qu'il ne faut pas qu'il y ait des territoires en total décrochage, comme il ne faut pas qu'il y ait de communautés en total décrochage. C'est-à-dire que la solidarité doit jouer pour que celui qui a un peu plus donne à celui qui a un peu moins. Et c'est le principe de péréquation. Mais justement, vous vous exprimez avec une certaine honnêteté, et d'ailleurs ça nous ravit de le savoir. Lorsqu'on regarde le Gabon aujourd'hui, il y a une part de responsabilité, c'est d'ailleurs la plus grande, celle du gouvernement, sans pointer du doigt. Quelle serait aujourd'hui la part des populations lorsqu'on parle de cette cohésion nationale? Parce que le gouvernement semblerait avoir échoué sur la question de la cohésion nationale. Je ne vous laisserai pas non plus dire cela. C'est une question, monsieur le ministre. Mais je vous apporte une réponse. D'accord. Dans cet aspect-là, vous-même, vous l'avez dit, chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. La cohésion nationale, ce n'est pas toujours seulement une politique. Moi, je pense que ça doit être un réflexe. Vous, monsieur Agaya, vous avez certainement à côté de vous un voisin un peu plus fortuné, mais aussi un voisin un peu plus pauvre. Chacun d'entre nous doit se dire aussi, en termes de solidarité nationale, quel est mon apport? C'est toujours facile de pointer du doigt le gouvernement, mais si chacun d'entre nous pratiquait un peu de solidarité, le gouvernement aurait moins de travail à faire. Et puis le gouvernement, il agit à travers les instruments dont on parle. J'ai vu que dernièrement, quand le gouvernement a voulu imposer un impôt foncier, il y a eu une levée de bouclier. Donc ce n'est pas toujours le gouvernement qui a pointé du doigt, c'est plutôt le citoyen. Est-ce que le citoyen gabonais est préparé pour faire agir la solidarité? Est-ce que le citoyen gabonais est suffisamment aujourd'hui déterminé à donner un peu plus à la communauté? Est-ce que le citoyen gabonais bénéficie ou reçoit-il de l'aide de l'État justement pour que ce dernier soit encore plus fort de façon à aider les autres pour cette cohésion nationale? Mais beaucoup, je ne suis pas ministre des Solidarités nationales. Je souhaite que l'on revienne justement à cette cohésion nationale. Est-ce que l'État aujourd'hui... Mais il y a des pays qui ont envoyé des techniciens ici pour étudier la CNAMGS, qui est un outil, un exemple de solidarité. Il y a des pays où tu n'as pas de caisse nationale de sécurité sociale. Il y a des pays où on ne donne pas de bourse aux étudiants. Et je peux continuer à citer des exemples. Je pense que nous sommes dans la situation où plus on en a, plus on demande. Et c'est normal. Vous voyez, le président de la République a pris conscience de ce que les services publics pilotés depuis l'État central ont du mal à pénétrer le territoire national. Donc il estime qu'il faut décentraliser pour amener les services au plus près des utilisateurs potentiels. Et donc on ne peut pas ça vaut pour l'école, ça vaut pour la santé. On ne peut pas avoir de cohésion nationale sans véritable décentralisation. Mais non, ce sont les deux pieds d'un même individu. D'accord. Expliquez-nous comment c'est lié peut-être pour les Gabonais. Décentralisation et cohésion nationale. Je ne sais pas comment expliquer de manière encore plus simple la cohésion nationale. C'est la politique qui fait en sorte que chacun des citoyens ne se sente pas démuni par rapport à l'autre. Enfin, c'est une vue d'esprit, c'est vrai. On ne cherche pas une société égalitaire, mais on cherche une société solidaire, équitable.
Et donc, si je le prenais d'ailleurs l'exemple de l'école. On peut faire en sorte que l'école de Mekambo ne soit pas en total décrochage par rapport à l'école de Libreville. Que l'enseignant qui est affecté à Mekambo puisse regagner. Parce que qu'est-ce qui pose problème au niveau des services publics? C'est que les fonctionnaires qui acceptent d'aller à l'intérieur du pays, ce sont les moins bons, disons-le brutalement. Parce que les meilleurs, ils préfèrent rester ici. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent scolariser leurs enfants correctement, parce qu'ils peuvent se soigner correctement, parce qu'ils peuvent aller à la banque. Est-ce que vous savez que le fonctionnaire qui est à Mabanda doit, chaque fin du mois, organiser un voyage avec ça coûte d'argent et de temps pour venir chercher son bulletin de salaire ici? Alors qu'il suffirait, si Mabanda était couvert en Internet et informatique, il suffirait d'installer un terminal là-bas qui imprimerait les bulletins de salaire des fonctionnaires travaillant à Mabanda. Voici un peu des exemples pas élaborés de cohésion et de décentralisation. Si on décide qu'on ne va pas concentrer l'impression des bulletins à Libreville, que le bulletin peut être imprimé à Mekambo, que si on ne va pas concentrer tous les meilleurs médecins à Libreville, qu'à Mekambo, on peut... Pour la petite histoire, il y a quelque temps, le directeur d'école de Mekambo a été arrêté au Congo parce qu'il a eu une altercation avec un citoyen et ils n'ont pu aller se soigner qu'à l'hôpital congolais voisin. Et en allant là-bas, ils ont été arrêtés. Donc, vous voyez, nous devons, si nous voulons que le développement arrive à l'intérieur du pays, il faut qu'aussi la qualité des services arrive à l'intérieur du pays. Et là, on va réaliser la cohésion parce que les gens de l'intérieur du pays pourront avoir des services de même qualité que ceux qui sont à Libreville. Alors, aujourd'hui, que doit-on retenir, Mathias Otunga aussi Badjo, de toutes ces questions, la décentralisation, le développement du territoire, la cohésion nationale? Que doit-on retenir de façon concrète? On doit retenir que le territoire national, il est un et indivisible. Oui. Et qu'à l'intérieur du territoire national, le citoyen devrait pouvoir s'installer où il veut et avoir un égal accès aux services publics. Par conséquent, et comme le président le décide, il faut que nous appliquions la décentralisation afin que les services aillent vers les utilisateurs. Et pour appliquer la décentralisation, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est appliquer la loi organique 1/2014. Cette loi prévoit quoi? Cette loi prévoit des institutions qui vont être des organes au sein desquels on va étudier le transfert de ces services-là. Cette loi prévoit un fonds de péréquation des collectivités locales qui va être le véhicule financier qui va porter le coût financier de cette opération. Donc, une fois qu'on a appliqué la loi, mais le reste coule de source. Avez-vous aujourd'hui, ou rencontrez-vous des problèmes par rapport à la mise justement en œuvre de toutes ces procédures pour qu'il y ait une véritable décentralisation? Aucun problème. Je pense que nous avons simplement la nécessité et l'obligation d'expliquer et de convaincre et de persuader. Il arrive que nous introduisions peut-être des textes sans avoir suffisamment expliqué et que les décideurs ne comprennent pas l'enjeu sur le moment. Ça ne doit pas nous décourager. Nous devons avoir notre argumentaire. Y a-t-il une lenteur au niveau du législateur, par exemple, lorsqu'on parle de certains projets? Je vous laisse la liberté d'estimer que le législateur est lent. Monsieur le ministre. Moi, je respecte. C'est aussi là l'occasion d'édifier les Gabonais. Vous avez signalé que je suis député et je crois que les députés ne sont pas lents. Là, je m'adresse au ministre. Voilà. Oui, mais le législateur, c'est les députés. Mais, soit dit en passant, non, il n'y a pas de lenteur. Il y a que, je vous ai dit que il y a des espèces animales, dès que l'enfant naît, il marche, il court, mais il meurt vite. Ouais. Chez l'homme, l'enfant prend le temps de se développer, de s'armer, et il dure assez longtemps. La réforme sur la décentralisation a pris du temps, mais je pense qu'elle a pris du bon temps, et elle est sur les rails. Je ne peux pas penser, comme vous le dites, qu'il y a une lenteur ou qu'il y a des blocages. Il n'y en a pas du tout. Il y a que, sur une question aussi importante, il faut prendre le temps pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Quels sont les délais que vous vous fixez aujourd'hui? Je vous ai dit qu'une fois que les textes sont devant moi, revenez me voir fin juin et on verra que la décentralisation sera sur les rails. Et donc, Ali Bongo Ondimba peut avoir confiance en vous? Et les Gabonais avec? Mais la confiance, c'est d'Ali Bongo Ondimba vers moi. Je ne peux pas présumer.
Mais je peux simplement dire que je veux justifier le salaire qu'Ali Bongo Ondimba me donne en tant que ministre de la Cohésion et de la décentralisation. Si vous aviez un dernier conseil à donner, ou alors un message à l'endroit des Gabonais, et je reviens encore sur cette problématique liée à la pandémie du nouveau coronavirus, quel serait ce message? Le message est simple. Cette pandémie, elle est grave, elle est dangereuse. Nous voyons tous à la télé que dans des pays où les systèmes de santé sont suffisamment élaborés, on meurt par centaines et par milliers. Il vaut mieux chez nous qu'on se batte pour que la pandémie, là, on la contienne. En respectant des dispositions qui ne sont pas compliquées. Se laver les mains régulièrement, ce n'est pas difficile. Éviter de sortir de chez soi, ce n'est pas difficile. Éviter de saluer en donnant la main, ce n'est pas difficile. En faisant ces petits efforts, nous pouvons épargner de gros dommages. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Mathias Otunga Osibajo, le ministre gabonais en charge de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. Merci d'avoir accepté notre invitation, sauf si, bien sûr, vous souhaitez encore rajouter un autre message dans ce qui a déjà été dit, mais dans tous les cas, merci d'être resté de nôtre sur Gabon 24. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Mathias Otunga Osibajo, le ministre gabonais en charge de la décentralisation, de la cohésion et du développement des territoires. N'oubliez pas surtout les gestes barrières. Comme le disait le ministre il y a quelques instants seulement. Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission Décryptage avec la même équipe de réalisation. Peut-être pas le même décor, mais surtout la même présentation. Au revoir.